Votre fidélité à la une ce soir, Mbata remplace Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'unique candidat l'a emporté avec 402 voix. Le bureau Christophe Mbosso affiche désormais complet. L'Assemblée nationale compte verrouiller l'accès au poste de gouverneur des provinces. Il faut être d'abord député national pour se qualifier à la course. C'est l'une des modifications apportées par la proposition de loi de révision de la loi électorale. Deli Sessanga du G13, co-auteur de la proposition, a obtenu 48 heures pour intégrer les avis des élus du peuple. Et puis, un numéro vert pour dénoncer les actes de trafic des humains. Le 129 a été lancé par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La ligne verte va prendre en charge les victimes pour obtenir justice et réparation. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, mesdames, messieurs. On est ensemble pour 45 minutes de la grande édition. Vous avez suivi il y a quelques minutes sur nos antennes l'arrivée du président de la République à Lubumbashi. Félix Antoine Tshisekedi va clôturer dans la ville cuprifère les travaux de la table ronde lancée depuis quelques jours autour de la cohabitation pacifique entre les communautés vivant dans l'espace Katanga. Donc ces travaux auront lieu demain à Lubumbashi. Je rappelle que la table ronde évoque des questions notamment liées au règlement des conflits entre frères dans l'espace katangais. Ici à Kinshasa, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Des propos tenus par le désormais premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a été élu par 402 de ses collègues. Le successeur de Jean-Marc Kabound promet de renforcer la diplomatie parlementaire. L'Assemblée nationale devra désormais être représentée dans tous les forums internationaux, a-t-il indiqué. Avant son élection, il avait promis d'être au service de la majorité, tout comme de l'opposition politique. Qui est le nouveau premier vice-président de la Chambre basse? Il a 66 ans. Il est originaire du Kasaï central. André Mbata est professeur de droit constitutionnel. Jusqu'à son élection, il occupait le poste de président de la PAJ. Son portrait est peint par Robert Ndaïchi-Sensé. André Mbata Betoukoumé Mangou, né en 1956, c'est le nouveau visage au perchoir du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Christophe Mbosso. Du haut de son 1,67 m, cet intellectuel rompu et professeur des droits constitutionnels est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale ce mercredi 27 avril 2022 par une majorité écrasante. Originaire du Kasaï central, André Mbata Betoukoumé est marié et père de 4 enfants. Très vite, dans l'ombre de son père, comme tout enfant, André Mbata Betoukoumé Mangou parcourt des longues distances pour apprendre à lire et écrire. Dès son jeune âge, André Mbata s'est fait remarquer et apprend à devenir un leader et meneur d'hommes grâce à la bonne éducation reçue de ses parents. Il obtient en 1979 son diplôme d'État au petit séminaire de Kaboué. Nous sommes au Kasaï central et s'arrache très vite à l'affection de ses parents pour poursuivre ses études universitaires. Scientifique rompu, André Mbata Betoukoumé Mangou s'envole pour l'Afrique du Sud pour poursuivre ses études universitaires. En 2002, il défend avec brio sa thèse à Pretoria à l'Université d'Afrique du Sud et obtient ainsi son titre de docteur en droit constitutionnel. Le désormais premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a suivi plusieurs formations. Droits humains, gestion des conflits, droit international. Jusqu'à son élection comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur de droit constitutionnel, André Mbata, a été président de la commission politico-administrative et juridique de l'Assemblée nationale, poste qu'il a occupé avec brio jusqu'à son élection comme premier vice-président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. André Mbata est un homme politique avéré dans l'ombre du sphinx de l'UMT, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. De 2004 à 2006, député national, membre de l'Assemblée nationale de transition, professeur ordinaire depuis février 2013 à la faculté de droit, département des droits publics de l'Université de Kinshasa. À 66 ans, le professeur André Mbata Betoukoumé traîne derrière lui une longue expérience professionnelle. Il milite depuis plusieurs années
à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata-Betoukoumé Soumangu, est un chevronné de la politique. Il a suffisamment d'expérience pour gérer ses attributions comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. André Mbata, c'est le choix du savoir et de l'expérience. Restons au Palais du Peuple. Un candidat gouverneur doit d'abord être un député national. La Chambre basse du Parlement propose cette modification au mécanisme de vote. Le débat autour de la révision de la loi électorale s'est clôturé hier. Délice Sanga du G13, co-auteur de la proposition, a obtenu 2 jours pour intégrer les avis exprimés au cours des débats. Le quota de la représentativité des femmes sur la liste des électeurs, l'élection des gouverneurs et sénateurs dont la majorité des élus du peuple s'accordent à ce que le mécanisme du scrutin soit modifié. Dans la pratique, que le candidat gouverneur et sénateur soit élu par les députés provinciaux et les candidats gouverneurs doit être avant tout un député national. Autant de préoccupations énumérées par la représentation nationale au débat sur la révision de la loi électorale dont l'économie générale a été présentée jeudi 14 avril dernier par le porte-parole des groupes des 13 Délice Sanga et co-auteur de la proposition de loi modifiant la loi numéro 1/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, les co-auteurs de la proposition de loi ont sollicité et obtenu 72 heures pour rencontrer les préoccupations soulevées par leurs collègues avant sa recevabilité. La proposition de loi portant révision de la loi sur l'agriculture adoptée au Sénat, elle aura l'avantage de contribuer à la réduction de la pauvreté et assurer l'autosuffisance alimentaire en RDC, une initiative du sénateur Modeste Bahati. Sandra Nyangi-Gelor Kimpianga, Denis Kungi, reportage. La loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, l'œuvre de Modeste Bahati Lukwebo a été déclarée recevable à l'unanimité par la plénière de la Haute Chambre du Parlement le mardi dernier. Cet instrument juridique qui va attirer les investisseurs dans ce secteur va contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l'État, celle de diversifier l'économie congolaise. L'initiative de Modeste Bahati Lukwebo est vivement saluée par ses collègues qui estiment que ce texte va contribuer à la réduction de la pauvreté et assurer l'autosuffisance alimentaire. Nous remercions les collègues Modeste Bahati Lukwebo pour son initiative. Je signale que son initiative, en tant que président du Sénat en exercice, auteur d'une proposition de loi, est une première durant les législatures qui se sont succédées au cours de 20 dernières années. Et je remercie encore une fois le président Bahati pour s'être investi, puisque pour ma part, je considère que l'agriculture, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, on nous parle des bio, parce qu'ils ne vont plus utiliser les pesticides et consorts. Le Tanganyika est compté parmi le grenier de la République. Mais qu'est-ce que nous ne vivons pas, mon président? Une fois, je me suis rendu compte que dans ma province, on achetait la tomate qui venait de la Tanzanie. On achète, on mange le riz de la Tanzanie. On mange les haricots qui tout provient de la Tanzanie. Et ça nous fait mal. Est-ce que nous, Congolais, nous devions importer les vivres? J'ai suivi il y a 2 jours le ministre de l'Industrie sur les RFI qui nous parlait de l'utilisation de la farine de manioc dans nos pâtisseries. Je ne sais pas là où il va trouver cette farine de manioc. Développement de la chaîne de valeur agricole dans certaines provinces, dont le Kwilu et le Kasaï. Ce projet a été lancé à Kinshasa sur financement de la BAD, à la clé l'augmentation et la transformation des revenus, ainsi que l'amélioration de culture. Edith Chalakatala. Avec 80 millions d'hectares de terres arables, les populations qui mendient encore leur pain, les pouvoirs publics doivent des réponses. L'une d'entre ces réponses, c'est ce projet d'appui au développement des chaînes de valeur agricoles, PADCA en sigle, dans les provinces du Kwilu,
du Kasaï, du Olomami, du Lomami, du Maniema et de la Chopo, qui a été lancé depuis Kinshasa, financé par la Banque africaine de développement BAD, qui a affirmé son engagement aux côtés de la République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le projet permettra l'amélioration des cultures, la transformation et l'augmentation des revenus pour les agriculteurs de cette partie du pays. Le coordonnateur du PADCA, Christophe Arthur Mampouya Louvangu, explique combien est important le projet. C'est un projet que le gouvernement de la République a mis en place pour aider les populations dans le milieu rural à élever leur niveau de vie à travers les revenus qui vont générer dans le cadre de l'encadrement que le projet va faire autour d'eux sur la filière manioc, maïs, riz et haricots. Mais des ressources qui peuvent aider déjà les populations rurales, surtout les agriculteurs, à pouvoir écouler leur production, les transformer avant et dégager des revenus sur base de ça. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, était représenté par Moïse Alain Babokassiro, chargé d'études d'initiatives agricoles, fermes et ONG. Avec l'injection du financement dans ces provinces, le manioc, le riz, le maïs et autres cultures concernées vont connaître un âge d'or et nourrir les populations de la République démocratique du Congo. Suppression des barrières illégales en RDC, le vice-premier ministre de l'Intérieur est arrivé à Kasumbalesa. Les bandits à main armée opèrent dans ce coin du pays. Daniel Asselo a été mis au parfum au cours d'une réunion de sécurité tenue à la mairie. José Baïtombo. La nécessité d'une paix sociale et l'interdiction formelle des barrières illégales à travers le pays ont fait l'objet de la deuxième itinérance du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité en séjour dans le Haut-Katanga, à Kasumbalesa, ville située à 90 km de Lubumbashi. Daniel Asselo Kitoakoy a été chaleureusement reçu par le maire de la ville et par tout le corps du Conseil de sécurité locale. Juste après, le patron de la territoriale a tenu à la mairie une réunion, un plaidoyer sur la viabilité de cette nouvelle ville et l'insécurité causée par des bandits à main armée lui a été fait par Fali Mouitaba, maire de la ville. Des préoccupations qui ont retenu la ferme détermination du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Daniel Asselo a martelé sur la nécessité d'une paix sociale tout en interpellant d'autres membres du Conseil de sécurité locale à la problématique de barrières illégales. Qu'il n'est pas acceptable que les pauvres citoyens congolais puissent souffrir à l'intérieur de leur propre territoire lorsqu'ils se sentent dans le besoin de pouvoir faire des mouvements, quitter un lieu, aller à un autre. C'est même un droit constitutionnel. Cette situation-là n'est pas acceptable, ça doit s'arrêter. S'en est suivi la visite du nouveau bâtiment qui va bientôt abriter la mairie de Kasumbalesa, pour terminer par une brève entrevue avec les membres de partis politiques de l'Union sacrée. L'objectif est de sensibiliser sur la nécessité d'une bonne collaboration entre Congolais, seul moyen de garantir la paix et le développement du pays. Processus électoral, actualisation de la cartographie des données électorales. La CENI poursuit cette opération et pour la supervision sur le terrain, Denis Kadima, président de la centrale électorale, est arrivé à Goma, au Nord Kivu. Téti Samba. En partance pour Bukavu, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a quitté ce mercredi 27 avril 2022 Kinshasa, la capitale, pour un vol régulier de la CAA pour la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, actuellement sous état de siège. Accueilli au bas de la passerelle par les membres de la plénière, le CEP ainsi que les agents du secrétariat exécutif provincial. Devant un parterre de journalistes, Denis Kadima Kazadi s'est exprimé en ces termes. Je veux juste avoir quelques informations sur le processus de l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Et une fois que ça est fait, je vais à Bukavu faire un travail similaire. Je dois dire que c'est ma première sortie depuis que je suis à la tête de la CENI. J'ai été tout le temps à Kinshasa. J'ai choisi l'Est comme mon point de départ. Donc ça doit vous donner un message. C'est que nous accordons beaucoup d'importance à ce qui se passe ici. Soyez rassurés que nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il y ait des élections en 2023. Après une pause au salon d'honneur de l'aéroport international de Goma, le président de la CENI s'est entretenu avec quelques notabilités du coin. Ensuite,
La délégation a pris la direction du port de Goma, d'où il a emprunté la voie maritime pour entamer la deuxième étape de sa mission, qui est la province sœur de Bukavu. Le relooking de la RTNC touche aussi le design des gilets des reporters. La marque Béret Couture vient de signer un partenariat avec la télévision nationale, une façon de mettre la créativité congolaise au service de la télévision publique. Nos reporters Yolande Voka et Didier Amissi ont visité les ateliers de cette maison. Désormais, la promotion de l'entrepreneuriat congolais vient de se doter d'une autre voie, qui n'est autre que le produit du partenariat entre la RTNC et l'Université panafricaine du Congo. Pour ce faire, désormais, agents et cadres de la RTNC pourront s'habiller en marque Béret Couture, une main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, nous devons développer notre pays par notre propre force, par nos propres moyens. C'est dans cela que nous accompagnons la vision du président de la République d'aider les Congolais, d'investir sur place, de produire sur place et de consommer aussi congolais. La fonction de l'Université panafricaine du Congo, les désormais habilleurs permanents du personnel de la RTNC, par sa faculté de la formation professionnelle et de contribuer à la création et au développement de l'entrepreneuriat congolais. Le choix de la RTNC, déjà, la RTNC, comme on le dit toujours, c'est l'église au milieu du village. Et donc, étant donné que l'Université panafricaine est une institution qui forme tous les enfants de la République démocratique du Congo sans discrimination, sans distinction, et l'université accueille même d'autres étudiants venus des pays africains. Alors, on a voulu associer, on a voulu nous rapprocher à la télévision nationale, qui est ce grand tam-tam d'Afrique, de manière à ce que tout ce que nous faisons, que ça ne soit pas pour nous-mêmes, mais pour que le monde entier puisse comprendre, puisse découvrir que non, au Congo, il y a des grandes choses, il y a des bonnes choses qui se font, non pas par les étrangers, mais par les fils même de cet grand et beau pays. Le directeur général de la RTNC, Robert Bunga Belidé, est de ceux parmi les responsables qui invitent et encouragent les Congolais à consommer local. Amélioration de la gouvernance des ressources naturelles en RDC. Les acteurs du secteur forestier étaient en atelier pour comprendre le processus de traçabilité de ressources pour atteindre l'amélioration des vies des communautés congolaises. Une mission assignée à l'ITIE, Peggy Mukunda. Avoir la bonne conscience et la bonne volonté pour que la gouvernance de nos ressources naturelles s'améliore. Appel du secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement durable, Benjamin Touarembe, aux acteurs du secteur forestier. Ces derniers étaient à l'école du savoir au cours d'un atelier de sensibilisation et d'échange avec les comités exécutifs de l'ITIE. L'ITIE, comme il vise la traçabilité et la bonne gouvernance, et si nos consciences et nos volontés marchent dans cet objectif, je pense que ça fera quelque chose de bon. Ces deux expressions nous aident à faire avancer dans l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ça un peu la vision de l'ITIE. Avoir une même compréhension claire et commune de la chaîne d'exploitation pour faciliter la collecte et la divulgation des informations du secteur forestier, tel est l'objectif de cet atelier. Les parties prenantes y réfléchissent autrement. Ils disent que pourquoi nous ne pouvons pas intégrer ce secteur et analyser le contexte qui fait que les recettes sont faibles. C'est pour ça que malgré que les recettes apparemment sont toujours faibles, nous allons l'intégrer pour comprendre le contexte et améliorer la gouvernance du secteur. Les acteurs du secteur forestier appelaient également à un engagement ferme pour leur intégration dans les périmètres ITIE. Les petites et moyennes entreprises congolaises se sentent par moments exclues du circuit bancaire. La loi sur la sous-traitance prévoit les facilités pour l'accès au crédit. Ces dispositions ont été expliquées par l'autorité de régulation de la sous-traitance aux institutions bancaires. Pierre Mbouy Saïdi. Les modalités concrètes liées à la promotion des petites et moyennes entreprises à capitaux congolais à travers la recherche des possibilités rationnelles, de créer un cadre de réflexion à même d'accompagner les dites PME dans les processus de leur financement,
Principale articulation de la séance de travail entre la direction générale, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP et certains représentants de banques qui exercent leurs activités en République démocratique du Congo. Une des voies efficaces pour l'ARSP de porter à la connaissance de son institution bancaire les mesures d'application de la loi portant gestion de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les petites et moyennes entreprises à capitaux congolais ont difficile à accéder au système de crédit traditionnel. La loi sur la sous-traitance prévoit des mécanismes qui puissent répondre partiellement à cette préoccupation. C'est notamment l'interdiction aux entreprises principales d'obliger le sous-traitant à financer totalement le marché. Mais tout ceci nécessite un accompagnement bancaire. Convaincu du bien fondé de cette loi, cette institution bancaire caresse le vœu de voir les mesures d'accompagnement dans les secteurs de la sous-traitance leur être appliquées de manière favorable. D'un point de vue de la gouvernance, que les autorités accompagnent les entreprises à s'organiser de manière à ce que leur demande de crédit puisse être bancable ou acceptable dans le secteur bancaire. Par le biais de cette structuration de travail, la direction générale de l'ARSP martèle sa ferme volonté de voir appliquer les FOGEC, entendant les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui est alimenté par une quotité provenant du prélèvement opéré par l'ARSP sur tout le marché de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques de l'Ituri prennent l'engagement de contribuer à l'amélioration de recettes provinciales. Les assignations sont fixées autour de 140 milliards de francs congolais. Ils ont été sensibilisés par les responsables de la DGDA, Junior Selemani. En cette période de l'état de siège, la province de l'Ituri a besoin de moyens conséquents pour faire face à des questions d'ordre sécuritaire et de développement. C'est dans ce cadre que les opérateurs économiques et déclarants en douane de l'Ituri ont rassuré le nouveau directeur provincial de la DGDA dans la Grande Orientale de leur accompagnement pour la réussite de son programme à la tête de cette province. C'était au cours d'une réunion de sensibilisation et de maximisation des recettes au compte du trésor public. Nous vous promettons une franche collaboration ainsi qu'au sous-directeur. Avec votre emploi de temps et votre accord. Pour y arriver, le numéro 1 de la DGDA pense qu'il est temps pour le changement de mentalité, pour relever les défis. Dans cet état de siège, nous devons quand même reconnaître que la douane réalise quand même un peu de recettes. Mais on peut faire mieux que ça. C'est la raison de notre présence ici, de la province orientale, pour sensibiliser tout le monde, les opérateurs économiques, les déclarants, les douaniers, pour un changement de mentalité dans ce sens, pour que tout le monde pense à aider, disons, le gouvernement, l'État, dans la réalisation accrue de recettes. C'est depuis plus d'une semaine que le directeur provincial de la DGDA Grande Orientale, Guy Esongola Tole Esso, est en mission d'inspection et de contrôle en Ituri. Un émissaire de Joao Lourenço est à Kinshasa avant de prendre son vol pour Lubumbashi. Le président de la République a échangé avec le ministre angolais de Relations extérieures. Ce dernier était porteur d'un message de son homologue angolais. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Angola sont au beau fixe. Le ministre angolais en charge de relations extérieures, Tété Antonio, porteur d'un message du président Joao Lourenço à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait savoir au sortir de son audience à la Cité de l'Union africaine qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans la région et sur les continents. Entre nos deux pays, étant donné la nature de nos relations qui sont excellentes, il y a une consultation permanente et régulière, donc je voulais dire, entre Luanda et Kinshasa sur des questions bilatérales et aussi des questions régionales. Je parle de notre région des Grands Lacs. Comme vous savez, le président Lourenço préside la région des Grands Lacs, la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et le président Tshisekedi, qui venait de présider notre organisation continentale, l'Union africaine, a maintenant la responsabilité
de présider aux destinées de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pas longtemps, mon homologue, le ministre Lutundula, était à Luanda, aussi porteur des messages auprès du président João Lourenço. Donc c'est pour dire que, étant donné la dynamique de problèmes, cette concertation permanente est importante entre nos deux pays. L'émissaire du président angolais, qui n'a pas voulu révéler les contenus du message, a toutefois annoncé la tenue pour très bientôt dans la capitale congolaise d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de la CEAC à laquelle les présidents de pays membres prendront part. Les femmes congolaises font une veillée d'armes autour de la révision de la loi électorale. Elles ont remis à la ministre du Genre, Gisèle Ndaïa, un document reprenant les propositions pour augmenter la représentativité de leurs congénères sur les listes électorales. Cédric Keninambo. Les associations féminines font front commun au sujet de la proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. En chœur, les femmes leaders de la société civile, à travers cet atelier d'harmonisation de points de vue dont les travaux ont été lancés par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaïa, ont réfléchi sur l'élaboration d'un document unique à soumettre aux élus et sénateurs, document qui reprend toutes les propositions pour une participation plus active des femmes dans les instances de prise de décision, surtout par mandat électif. En tant que femme, c'est une question qui est très importante pour nous et qui nous préoccupe. Du temps où on a parlé de la parité, de la représentation de la femme, et aujourd'hui il y a des réformes qu'on doit apporter par rapport à ça. Donc c'est une question qui est très préoccupante pour toutes les femmes leaders, pour qu'aujourd'hui qu'on apporte les différentes réformes, qu'on apporte des amendements sur tout ce que nous avions fait chacune dans son coin et ensemble sous le guide du ministère du Genre, Famille et Enfants. Cet atelier a bénéficié du concours technique de l'ONU Femmes, mais aussi la participation des structures féminines telles que DINAFEC, CAFCO, Sofepadi, Rien sans les femmes et CONADEF. Les huissiers de justice à l'école du savoir, ils vont se familiariser avec les principes et les lois OHADA, un séminaire international. C'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa avec l'appui de l'Union européenne. Joseph Oscar Mbaldien Balaga. Cette session de formation des huissiers de justice de la République démocratique du Congo à Kinshasa, ouverte par le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire, a débuté par les rappels de l'acte d'adhésion de la RDC à l'OHADA en 2012 à travers le traité qui a été ratifié à cet effet. Par cet acte d'adhésion, la République démocratique du Congo a rejoint les 16 autres États partis au dit traité et bénéficie désormais d'un nouveau cadre juridique qui répond aux attentes des acteurs du monde des affaires de l'espace OHADA. C'est dans cette optique qu'il faut placer cette session de formation, a déclaré le vice-ministre Amato Bayubasire. En effet, pour atteindre son objectif d'harmonisation du droit des affaires dans les États partis, l'article 10 du traité fondateur de l'organisation pose sans aucune ambiguïté le principe de la supranationalité des actes uniformes de leur portée abrogatoire sur le droit interne des États partis. Amato Bayubasire a remercié l'Union internationale des huissiers de justice pour son accompagnement aux actions de la Chambre nationale des huissiers de justice de la République démocratique du Congo qui l'encourage. De son côté, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice de la RDC, Francis Ekonji, s'est félicité de la tenue de ces assises. Le président de l'Union internationale des huissiers de justice, Chambre de Marc Chesmitis, a tenu à remercier chaleureusement la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, et la Chambre nationale des huissiers de justice de la RDC pour leur partenariat dans le cadre d'organisation de cette formation. Regardez autour de vous, il y a des gens dont vous êtes sans nouvelles, ils ont peut-être croisé le chemin des trafiquants des humains. Il est possible aujourd'hui de dénoncer ces actes. Appelez gratuitement le 129 129. Ce numéro vert a été lancé par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Explication Blandine Zovo.
Les personnes exploitées par leurs semblables, transformées en marchandises et devenues une source intarissable de revenus pour les trafiquants, disposent désormais d'un canal pour dénoncer les actes dont elles sont victimes. Le 129, c'est ce numéro mis à leur disposition par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes qui place cette ligne verte en faveur des victimes et des témoins de cette pratique odieuse parmi ses priorités. Dans son allocution, la coordinatrice de l'APLTP a indiqué que cette ligne verte va permettre aux victimes de se confier aux spécialistes, de recevoir des conseils et d'être orientées vers un service compétent de prise en charge afin d'obtenir justice et réparation. Chaque personne peut appeler ce numéro, donc former le numéro 129 à partir de son téléphone. Comme dans un premier temps, c'est un service qui commence en plein milieu de l'année. On va le faire de 8h à 17h. La mise en place de ce numéro vert est l'œuvre de Sabrina Bakolonga Mukeba, cadre au sein de l'APLTP, un projet qu'elle a soumis à ses responsables hiérarchiques qui ont accompagné et encouragé sa démarche. Et ici, on aimerait aussi dire aux victimes que c'est avec toute confidentialité parce que tout ce que nous allons nous échanger avec eux, les opérateurs et les victimes, c'est en toute confidentialité. Les plaintes ne vont pas fuiter sur Internet. Nous avons mis tous les mécanismes de sécurité afin de permettre que les victimes se sentent à l'aise, qu'ils se sentent chez eux. Créée depuis le 22 avril 2019, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes est un service spécialisé de la présidence de la République. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondongué, a salué au nom du président de la République le travail abattu par l'équipe dirigeante de l'agence. Depuis juin 2017, le rapport mondial sur les efforts des États dans la lutte contre la traite des personnes avait placé notre pays sur la liste rouge. C'est grâce à la création de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, le 22 avril par le président de la République de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi grâce au travail énorme que je salue abattu par cette agence et début 2020, que notre pays a quitté la liste rouge pour monter au niveau tiers avec 10 recommandations. La mise en place d'une ligne verte pour les victimes de la traite des personnes est une réponse de la République démocratique du Congo aux recommandations formulées depuis 2007 à son endroit par les différents rapports d'évaluation mondiale des efforts des États dans la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Il y a quelques semaines, le monde de l'athlétisme congolais avait perdu un de ses anciens présidents pour reconforter son épouse. La veuve Kassalou a reçu la visite d'une délégation des athlètes congolais venus de la diaspora. La diaspora congolaise s'active pour apporter un plus à la nation dans tous les domaines. Les anciens athlètes de l'athlétisme, avec en tête l'une de leurs, Madame Céline Kapanda Mousangou, record de Women National au javelot, ne cesse de se préoccuper de l'amélioration de cette discipline de l'athlétisme en RDC. Une délégation de 15 personnes, dont 11 anciens athlètes et 4 dirigeants, est allée réconforter Madame Denise Kassalou, veuve de l'ancien président de la Fédération congolaise de l'athlétisme, le docteur Edouard Mouteba, décédé il y a peu et qui a reçu les hommages du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des vivres et une enveloppe ont été remis à la veuve du défunt. Très émue par ces gestes, elle n'a pas manqué des mots de remerciement. Merci pour tout, merci pour votre reconnaissance envers le docteur. C'est une marque de reconnaissance, une marque de sympathie de votre part, mais aussi de compassion. L'initiatrice de cette visite, Céline Kapanda Mousangou, avait aussi un petit message d'encouragement. Quand papa était décédé, moi j'étais à l'extérieur et j'étais toujours en contact avec les autres. Je vous encourage, je vais continuer toujours à vous soutenir avec le peu que moi j'aurai, je continuerai toujours à vous soutenir.
Il faut dire que dans les jours à venir, les athlètes congolais, qui sont pour la plupart dans la diaspora, comptent apporter leur expertise en vue de perfectionner l'athlétisme en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les constructions anarchiques qui empêchent l'écoulement des eaux de pluie vont être démolies. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province Kinshasa, reste ferme. Il l'a annoncé après une visite des chantiers dans la capitale. Willy Atunakov. C'est par le quartier mouvementé de Matongé, dans la commune de Kalamou, que le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a débuté le week-end dernier son inspection des chantiers de la voirie urbaine. Sur l'avenue Mpozo, en pleine réhabilitation, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a instruit le bourgmestre de cette municipalité d'identifier les constructions anarchiques érigées sur les ouvrages d'assainissement, empêchant ainsi l'écoulement des eaux de pluie en vue de leur démolition. Non loin de là, sur l'avenue Oshoué, dont une bonne partie se trouve dans un état de dégradation avancé, il a demandé à ses collaborateurs de mener les études de faisabilité pour sa remise en bon état. Aussitôt après, il s'est rendu sur les chantiers de réhabilitation de l'avenue Bongolo et celui des constructions d'un pont moderne jeté sur la rivière Kalamou qui sera bientôt ouvert au trafic. Après la commune de Kalamou, deuxième étape, l'avenue Kikwit en pleine modernisation, une grande première de son histoire, longue de 3,5 km, reliant la Fikine à l'avenue des Libérations ex-24 novembre à Bandalungwa, en passant par les communes de Limete, Lemba, Ngaba, Makala et Ngiringiri. Si du côté Ngaba, les travaux exécutés par l'entreprise Adi Construct avancent normalement, à Makala par contre, l'expropriation s'impose pour l'élargissement de cette artère principale. Le chef de l'exécutif provincial quinois a bouclé sa ronde par les chantiers de la 6e rue Limete, résidentielle, où il s'est imprégné du bon déroulement des travaux d'aménagement et d'embellissement par la verdure de cette emprise publique. Direction Nairobi, rideau sur les travaux qui mettaient autour d'une table depuis quelques jours les groupes armés locaux de la République démocratique du Congo. Avant la fin des travaux, les deux présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Uhuru Kenyatta du Kenya se sont exprimés à l'assistance par visioconférence. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux de consultation de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prenantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'autre moment fort de cette dernière journée aura été la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leurs bureaux respectifs, le président Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. Avant toute chose, je voulais saluer et remercier mon frère, le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya, pour cet honneur qu'il fait à mon pays et cet attachement qu'il nous manifeste en acceptant d'abriter dans son pays les pourparlers avec les différents groupes armés qui, pour diverses raisons, ont choisi cette activité. Merci, cher frère, Monsieur le Président Uhuru Kenyatta, et j'espère, vous, chers compatriotes, que vous allez également lui faire honneur, non seulement en acceptant de venir discuter avec les représentants du gouvernement congolais, mais en y donnant
suite par rapport à ce qui a été leur demande, notre demande, celle qui consiste à vous voir quitter ces activités totalement nuisibles et regagner la voie de la patrie, la voie de l'unité et de la paix sur tout l'ensemble du territoire national. Je vous remercie d'avoir entendu cette voix et vous félicite également pour votre engagement à vouloir quitter ces activités qui finalement n'honorent pas notre pays. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. Merci Giscard Koussema. En route vers le 9e jeu de la francophonie, une cinquantaine de candidats vient d'être formés sur la gestion de projets en rapport avec l'organisation de ces jeux. Rodé Panda revient sur les temps forts de cette formation. Voilà, nous sommes à Kinshasa pour évoquer cette formation qui a renforcé les capacités d'une cinquantaine de personnes autour de la gestion du projet en rapport avec l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Rodé Panda revient sur les temps forts de cette formation tenue dans la capitale. La République démocratique du Congo, à travers le 9e Jeu de la francophonie, est dans l'obligation de gagner les paris de ces grands événements mondiaux. Cela va de sa bonne image sur le plan international. Certes, les infrastructures restent la priorité, mais le succès de ce 9e jeu de la francophonie repose sur un travail efficient et de qualité avec la compétence du personnel de cette structure. Plus de 50 candidats, presque la quasi-totalité du personnel ont suivi pendant une semaine une formation sur la gestion des projets de ce 9e jeu avec 13 départements et commissions. Ils ont la lourde responsabilité, chacun en ce qui les concerne, de donner le meilleur de lui-même dans son service. Fin de cette formation, une cérémonie a été organisée au siège du 9e jeu de la francophonie pour la remise des brevets aux participants. Le directeur national du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanjangembo, a présidé la cérémonie et félicité le participant. C'était aussi l'occasion pour Isidore Kwanjan de souligner à l'attention de tous que l'organisation du 9e jeu de la francophonie revêt non seulement une dimension diplomatique importante telle que réalisée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi les avantages socio-économiques et culturels, sans oublier les bénéfices en termes d'infrastructures sportives et la qualité des athlètes. La contribution de tous doit être caractérisée par le patriotisme, a-t-il martelé. Et en acceptant d'organiser cet événement ici en RDC, ça rentre toujours dans le même cadre de remettre notre pays sur la scène internationale dans tous les domaines. Vous tous qui aujourd'hui avez obtenu vos attestations, vous devez comprendre que vous avez une lourde responsabilité et de rehausser l'image de notre pays comme le fait notre président de la République. Pour rappel, les 9e Jeux de la francophonie sont prévus du 28 juillet au 6 août 2023. Politique au Lualaba, les jeunes membres du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, vivant dans les secteurs de Kazembe, ont été sensibilisés sur les enjeux politiques du moment. De l'Union pour la démocratie et le progrès social qui a vécu le dimanche 24 avril dans le secteur Kazembe. Un événement de taille basé sur la sensibilisation des membres de ce parti politique. Bien des thématiques l'ont caractérisé. C'est notamment le leadership féminin qui a été présenté par Madame Bibish Kainda. Elle a recommandé aux femmes de l'UDPS secteur Kazembe de ne pas rester oisives, plutôt de contribuer à l'élan de ce parti politique dans cette partie de la province du Lualaba. La thématique civisme a été quant à elle développée par Maître Dominique Mupemba. Il est revenu sur l'amour de la patrie qui devra marcher de pair avec l'amour du prochain. Le chef des cellules Kazembe, Dieudonné Lessa, revient sur l'essentiel de cette activité. En tout cas, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Nous devons quand même sensibiliser notre base. Nous sommes des responsables de la base. Alors, nous avons le droit
d'enseigner, de former, de sensibiliser notre population par rapport à la politique actuelle qui est en train de se passer d'abord dans notre parti et aussi dire quoi à notre population pour qu'ils sachent quoi faire. Juste après, le chef Kazembe les a réunis pour leur faire part de son séjour à Kinshasa. Recevez les salutations de son Excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Il nous a appelés, nous chefs coutumiers à Kinshasa. Il nous a dit de vous recommander à cultiver la paix et non le tribalisme. Ça, c'est la terre de Kazembe avec des minerais et un grand marché. Tout celui qui veut travailler est le bienvenu. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers Le Monde. Je rappelle deux principales informations. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Lubumbashi ce soir. Demain, le président de la République va procéder à la clôture de la table ronde qui a mis autour d'une table différentes communautés de l'espace Katanga. Et puis, Mbata remplace Kabound au poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale. L'unique candidat l'a emporté avec 402 voix. Le vote a eu lieu aujourd'hui. Restez avec nous. Demain 20h, Sandra Nyangitabou.